Salut à tous, c'est Amine de retour pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue aujourd'hui nos previews avec notre format Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Et si aujourd'hui nous allons parler d'une équipe qui impressionne en saison régulière mais qui est rarement, pour ne dire jamais, citée parmi les contenders, ce sont les Timberwolves du Minnesota. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, c'est Ben. Alors Ben, après le post-mortem qu'on avait traité ensemble l'année dernière sur les Wolves, on se retrouve pour reparler d'eux cette fois-ci. C'était une de mes accroches en plus, donc je vais devoir la changer. Bah, ça va très très bien, Amine. On est au milieu du marathon, là, on est à ce moment très précis où je me dis pourquoi cette décision. Je remets en cause beaucoup de choses dans ma vie, mais ça va. Bon, on est prêt à parler des Wolves. Très bien, très bien. Moi aussi, on avait fait un bilan l'année dernière justement sur les Wolves et on n'était pas forcément aussi, comment dire, positif que par rapport à ce qui s'est passé ensuite, mais on va voir Hmm. que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus. Avant de commencer, je vous rappelle quand même que vous pouvez nous suivre et vous abonner sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur Twitter, où vous pourrez notamment trouver un thread avec tous les épisodes déjà sortis auxquels s'ajouteront les prochains pour ne rien manquer. J'espère que je fais bien le travail. Tu le fais parfaitement, Amine. C'est extraordinaire. Eh bien, contrairement à d'habitude, pas de pause tout de suite. On enchaîne avec cette saison régulière des Wolves. Elle est clairement réussie, on peut le dire, avec 49 victoires, 22 défaites au moment où on enregistre. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 minutes ce qui s'est passé pour que ça se passe aussi bien? Alors en 2 minutes, probablement pas, mais du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, Effectivement, je vais garder la même accroche. On finit la saison dernière du côté des Wolves, un an après le trade de Rudy Gobert, où il y a des grosses questions sur les conséquences de ce trade. Est-ce que c'était un bon trade? Est-ce qu'il fallait le faire? Il y a eu beaucoup de critiques extrêmement fortes et véhémentes sur le trade dans l'histoire de la NBA. Est-ce que c'était pas un des pires trades de l'histoire de la NBA? C'est des choses qu'on a pu lire. Nous, on avait été assez négatifs, soyons honnêtes, en réécoutant. C'était un post-mortem, sans doute un des plus moroses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, première chose, c'est une équipe qui avait très peu de marge. Donc, on est encore sur une équipe qui a parié sur la stabilité plus par contrainte que par choix. Mais il y a eu des changements à la marge, notamment sur les joueurs de rotation. Exit Jalen Noel, Torian Prince et Austin Rivers, qui étaient des joueurs importants de la rotation en 2022-2023. Il y a eu des tentatives, Shake Milton, Troy Brown, réussite plus ou moins, on est vraiment plus du côté du moins. Donc, on a depuis vu Nickel Alexander-Walker avoir un rôle plus important et surtout l'arrivée de Monte Morris récemment qui a fait un bien fou, j'en parlerai. Et pour ce qui est des résultats, on a parlé, Amine, c'est une immense réussite. La saison régulière n'est pas finie au moment où on enregistre, mais ils auront sans doute le deuxième meilleur bilan de leur histoire depuis donc 89-90, la saison de 1989-1990, et ils vont dépasser facilement les 50 victoires. Rappelons que la meilleure saison de leur histoire, c'est la 2003-2004, saison MVP de KG, seule saison de leur histoire où ils passent un tour de playoff. Donc, je risque d'être assez négatif dans la suite du podcast, donc je veux bien remettre ça dans un contexte de l'histoire de Minnesota où c'est pas une saison anodine. C'est vraiment une saison historique pour les Wolves, et je finirai là-dessus pour m'en tenir aux 2 minutes que j'ai sans doute déjà dépassé. Comment ils en sont arrivés là? Bah, la défense. Ils ont la meilleure défense de la NBA. Leur defensive rating, si on regarde les stats de cleaning de glace, est à 108.6. Ils ont 3 points d'avance sur Orlando, qui est deuxième. Ces 3 points d'avance-là, c'est le même écart entre Orlando et la 10e défense. Ils ont vraiment une défense extraordinaire, bien évidemment basée autour de Rudy Gobert, mais pas seulement, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, une énorme défense, une saison où ils ont été un peu plus épargnés par les blessures. Ils ont perdu Karl Anthony Towns récemment, mais il avait joué que 29 matchs la saison précédente. Donc, une continuité, l'éclosion d'Anthony Edwards, qui est sur une autre planète récemment, font que cette équipe, c'est un des cadors de l'Ouest. Oui, clairement, clairement, on peut se poser la question et on va se la poser justement par rapport aux playoffs et qui vont être une étape différente pour ces Wolves et qui sont peut-être pas l'équipe la mieux armée dans ces conditions. Mais on peut reconnaître cette saison régulière qui est de grande qualité, comme tu l'as dit, autour d'une défense remarquable et pas seulement autour de Gobert, mais il y a beaucoup de profils de joueurs qui ont été importants pour bien organiser cette défense. Comme tu dis, tu reviendras. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la saison des Wolves ou est-ce qu'on peut passer aux faiblesses?
petits points. Moi, je n'arrive pas à faire succinct, Amine, comme toi, comme tu as pu le faire sur les Suns. Depuis que Karl Anthony Towns s'est blessé, c'est une équipe un poil différente. On pourrait dire beaucoup de choses sur ça. Je le dirais comme ça. Ils sont pas meilleurs, mais ils jouent mieux. Et du coup, ça m'amène à être rassuré sur certains points vis-à-vis des inquiétudes que j'avais en playoff. Du coup, la preview serait moins négative que si elle avait été faite il y a 6 semaines, je pense. Mais ça m'inquiète d'un autre côté parce que je me dis s'il revient, comment ils vont jouer. Donc à noter, ils jouent plus de, j'y reviendrai, mais ils jouent plus de transition, ils jouent plus rapidement. Il y a moins ce côté perte de balles. Ils ont réduit drastiquement les pertes de balles. C'est pas un hasard. Donc ce qui se passe actuellement du côté des Wolves, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est juste ça. Dans la saison, il y a un stretch actuellement au moment où on enregistre sans Towns qui est particulièrement intéressant. Très bien. Oui, ça a pu se remarquer. Après, on peut se dire, on peut espérer en tout cas pour eux que le retour de Towns puisse être fait de manière à ce qu'on garde le côté positif de sans lui et qu'on arrive à refaire ce qui était aussi positif parfois avec lui. Donc que finalement, son absence se révèle positif à long terme. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on en reparlera de toute manière au cours de l'épisode. On va passer du coup aux faiblesses. Et pour cette première faiblesse, j'ai un sentiment de déjà-vu par rapport au dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, puisque pour les Suns, j'avais la shot quality. Toi, tu m'as mis le manque de panier facile. On est quand même sur quelque chose qui se ressemble. Explique-nous, Ben, ce qu'est le manque de panier facile pour les Wolves. Je croyais que tu allais me relancer vers le premier épisode qu'on avait fait ensemble sur les Hawks, où j'avais parlé de l'absence de panier facile sans Trae Young. Alors c'est très simple, ça vient pas de moi, ça vient de Chris Finch, le coach, je le cite. On ne demande pas l'impossible, on doit vraiment obtenir 5 ou 6 paniers faciles supplémentaires, peu importe comment. C'est une équipe, on va y revenir, j'ai parlé de la défense numéro 1 selon Clinique de Glace, leur attaque est 16e, et un des problèmes offensivement, c'est qu'ils ne s'autorisent pas, ils ne se mettent pas dans les conditions pour avoir des paniers faciles. Dans un des domaines, c'est la transition. C'est une équipe qui joue très peu de transition. Il y avait ce stretch qui avait beaucoup fait rigoler. Il y avait 2 matchs de suite, c'était au fin février ou fin janvier, je sais plus. Ils avaient joué les Kings et les Clippers à la suite, dont un match en overtime, ce qui nous donne donc 48 plus 53, 102 minutes de basket. Ils avaient inscrit la bagatelle de 0 points en transition, en 102 minutes de basket. Et c'est une équipe qui joue très peu la transition. Alors c'est structurel, parce que quand tu as 2 joueurs grands, c'est un peu compliqué. Anthony Edwards, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un joueur qui est beaucoup dans l'explosivité sur le fait de partir en contre-attaque. Par contre, c'est une équipe qui est ultra efficace quand elle la joue. Ils sont 29e en fréquence, mais ils sont vraiment efficaces en termes de percentile. Et je me suis amusé à regarder du coup le détail de leur match. Si on prend les 20 matchs où ils ont inscrit 15 points en transition ou plus, ils sont à 19 victoires, 1 défaite. Et la seule défaite qu'ils ont, c'est contre Atlanta, qui avait inscrit plus de points qu'eux en transition ce soir-là. Vraiment, les Wolves, et ils arrivent à le faire ça dernièrement sans Karl Anthony Towns, et dans certains matchs sans Rudy Gobert, ils ont même été sans Nasrid à un moment. Quand ils ont des joueurs, ils ont moins leurs grands, ils ont cette capacité à se projeter qui est ultra intéressante pour une équipe qui manque sur demi-terrain de solutions. Il y a aussi un peu la philosophie collective de Chris Finch, ce fameux read and react. Je prends le ballon, je vois ce que m'offre la défense, je fais la passe, etc. Il faut se rappeler que les Wolves, c'est l'équipe qui est numéro 8 en termes de passes en NBA. Donc c'est l'équipe qui va beaucoup passer, mais parfois, et j'en parlerai sur les fins de match notamment, cette stratégie de free flow un peu offensive t'amène dans des situations où t'as pas de bouée de sauvetage offensivement, où tu peux pas te dire bon bah j'ai cette action là qui marche comme on en parle avec certaines équipes dans ces previews. Donc tous ces éléments là m'amènent à me dire qu'il y a un manque de bouée de sauvetage, de solutions de coup sûr. Ils n'ont pas vraiment d'action de set ultra sûr qui m'inquiète au niveau de leur production offensive dans d'éventuels playoffs. Oui, et tu as dit en dernier, la chose qui est importante à souligner, c'est playoff. C'est-à-dire que ne pas avoir cette bouée de sauvetage en playoff où tu peux te retrouver dans des match-up ou même dans des ajustements de certains coachs qui te mettent en difficulté, ça peut être un gros problème parce que tu peux prendre des runs et on sait à quel point les runs peuvent être difficiles si ça ne fonctionne pas la manière dont tu as l'habitude de faire. Ne pas avoir ces paniers faciles justement qui te permettent de te relancer dans les moments difficiles,
ça peut être un réel problème. Je sais pas si c'est ça que tu voulais un petit peu dire. Et exactement. C'est-à-dire que c'est une équipe, euh, si on les amène dans des matchs entre guillemets d'attaque, je sais que c'est un terme un peu peut-être un peu désuet, bah je suis assez inquiet sur leur capacité à tenir ces matchs d'attaque. Ça va être un peu mon deuxième point aussi, mais il y a peu de joueurs qui sont capables de créer des décalages par eux-mêmes sans avoir besoin d'avoir recours à la passe. Euh, Anthony Edwards est le joueur capable de le faire par excellence. J'ai plus de questions sur Karl Anthony Towns dans sa capacité à être efficace quand il le fait et à pas tomber dans l'écueil de perdre un camion de ballon ou de faire des fautes, ce qui lui arrive très souvent. On en parlera. Donc, c'est ça, Amine. C'est vraiment, si un jour on trouve une solution pour un peu bloquer Anthony Edwards dans son accès au cercle ou bloquer certaines des ajustements offensifs des Wolves qui peut être amené du spot-up ou pas mal de rollmen avec Rudy Gobert ou Anthony Edwards. Qu'est-ce qu'on fait en fait Rudy Gobert ou Karl Anthony Towns, qu'est-ce qu'on fait du côté des Wolves? C'est une de mes premières inquiétudes. Oui, et tu as cité, je pense, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, sinon on pourrait passer sur la deuxième faiblesse qui, qui va avec un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que le décalage qui est créé par Anthony Edwards de manière récurrente et de manière très sérieuse, est-ce que cette faiblesse n'est pas la dépendance au scoring d'Anthony Edwards? Alors là, je vais essayer d'être très clair parce que je vais peut-être vous asséner plein de stats, mais je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Il y a donc cette stat de l'offensive load dont j'avais parlé dans l'épisode sur les Hawks, donc la charge offensive d'une équipe. Anthony Edwards est 11e à cette stat. Il est en progression constante année après année. Pour vous donner un ordre d'idée, 11e, il est devant KD, il est devant Jason Tatum, il est devant d'une courte tête de Donovan Mitchell, il est devant Devin Booker, il est devant des noms assez importants à NBA. En réalité, quand on regarde cette stat de l'offensive load qui inclut à la fois le scoring, mais aussi le passing, en fait, toute ta capacité à être inclus dans la charge offensive dans plusieurs domaines que ce soit, on marque que la plupart des joueurs devant lui, donc les 10 premiers, ont toutes des responsabilités au playmaking qui sont bien supérieures. Luka, Trey, Jokic, Haliburton, SGA, Bronson, Kate Cunningham, LeBron, Giannis, ce sont tous des meilleurs playmakers que lui. Tu peux défendre le fait qu'actuellement, il y a débat avec Giannis, peut-être parce qu'il est vraiment très très bon et je sais que j'ai un biais favorable envers Giannis. Donc, tu vois, là, j'ai cité 9 joueurs. La seule exception étant Joel Embiid. Donc, pourquoi je vous amène vers ça? Parce qu'il y a une autre stat dont j'ai envie de vous parler, c'est celle de la scoring possession. C'est tout simplement toutes les possessions d'un joueur qui se terminent par soit un tir, soit une perte de balle, soit les lancers francs. L'avantage par rapport à l'offensive load, c'est que ça enlève la capacité playmaker. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette stat? C'est qu'il est 3e en NBA, Anthony Edwards, derrière Embiid qui était sur des standards mais martiens et Luka Doncic qui est toujours dans ses stades de charge, il est toujours premier de toute façon. Ce que je veux dire par là, c'est que il a une charge au scoring, Anthony Edwards, qui est complètement démentielle. Il y a des progrès au playmaking qui sont indéniables. On voit beaucoup sur la séquence sans Karl Anthony Towns, les double teams, quand les équipes vont le blitzer, quand les équipes vont lui fermer l'accès au cercle, il est capable de trouver la passe maintenant. Cependant, moi, quand je regarde la manière de se partager la charge offensive et la manière aussi de se partager les shoots du côté des Wolves, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est surresponsabilisé et pourtant le régime actuel, pour moi, est quasiment le régime parfait. Je vois pas qui dans l'effectif des Wolves pourrait être plus responsabilisé en termes de tir. Donc ça m'inquiète beaucoup. J'ai beaucoup de mal à imaginer les Wolves passer plusieurs séries de playoffs sans que Anthony Edwards ait le rendement d'un top 10 des H20. Parce qu'en gros, c'est ce qu'on lui demande actuellement. Et c'est pas une critique d'Anthony Edwards de dire qu'il est peut-être pas à ce niveau-là, même si c'est un mec qui, selon moi, sera DH20 cette année. Il va vraiment avoir un dossier solide, mais on lui demande d'être un top 10 NBA, je pense, pour que cette équipe soit viable offensivement. Oui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un clair franchise player, alors qu'il y a des joueurs qui sont payés comme des superstars, qui sont quand même des superstars, mais le franchise player de cette équipe, c'était pas forcément le cas de le dire aussi facilement lorsque ça a commencé avec Anthony Edwards, mais très rapidement il s'est imposé et on n'en parle plus de Karl Anthony Towns. Et aujourd'hui, Anthony Edwards a une charge tellement importante que sur plusieurs séries de playoffs qui s'enchaînent pour aller au bout, ça semble compliqué qu'il porte autant les responsabilités sur ses épaules.
sachant qu'il n'est pas encore à ce niveau-là, qu'il sera peut-être. Mais on doute des capacités de Edwards de prendre autant de charges sur ses épaules, finalement, aussi vite. Et exactement, il y a ce doute-là qui est légitime parce que quand tu fais une petite recherche historique, c'est ce que je me suis permis de faire sur les scoring possession, ramené à 75 sur Basketball Index, un site qu'on utilise beaucoup qui est très très déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais on est capable de trouver des petites pépites quand on s'y perd. Je vais le réutiliser plus tard dans le podcast. On remarque que les joueurs qui, sur les quelques dernières années, on va dire post 2016-2017, les joueurs qui ont un tel volume de possession scoring dans les équipes, ce sont tous des joueurs pour qui on a remis en question leur viabilité en playoff dans leur style de jeu. Je parle de James Harden, je parle de Russell Westbrook, on a cité Luka Doncic, Joel Embiid, etc. Plus que Anthony Edwards le joueur, c'est le régime en lui-même qui me pose question. Est-ce que c'est vraiment viable pour un joueur qui, en plus, on va y revenir, mais il a des responsabilités défensives, Anthony Edwards. C'est un joueur qui joue beaucoup, il rate très peu de matchs. Physiquement, c'est extrêmement éreintant ce qu'on lui demande. Donc, je me demande vraiment, est-ce que c'est possible? C'est Constant qui avait fait cette comparaison il y a pas mal de temps entre Donovan Mitchell et Anthony Edwards. Et quand on affine les stats, il y a certains points, il y a des ressemblances. Donovan Mitchell est un meilleur joueur en playmaking. Il y a des différences, je suis bien d'accord, mais dans ce côté Utah, c'est-à-dire très forte équipe défensive avec des différences, encore une fois, mais chez qui tu as un joueur qui doit être quasiment héliocentré au scoring sur des séries de playoffs pour passer, en fait. Et ça m'inquiète vraiment parce que pour moi, les fins de match, s'ils ont autant de mal en fin de match, c'est parce que leur read and react est mise en échec et c'est parce que quand les défenses ont plus de capacité à se focus sur Anthony Edwards, c'est trop difficile ce qu'on lui demande, parfois pour le joueur qu'il est actuellement. Oui, au-delà du fait que ce soit Anthony Edwards et que peut-être qu'il est encore trop tôt pour lui, tu te poses la question aussi de est-ce que ce système tout simplement est viable et est-ce qu'il l'a déjà été, à part peut-être dans des cas extrêmes de méga superstars, mais on n'est pas encore sur et encore même méga superstars. On a parlé de James Harden, Russell Westbrook, c'était des méga superstars au moment où on a tenté ça avec eux et c'était très très compliqué. Donc effectivement, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette dépendance au scoring? Pas vraiment, juste que je vais essayer de le glisser là. J'ai parlé de fin de match, tu vois. Parlons quand même des playoffs. Il arrive, la charge offensive des superstars augmente naturellement en playoffs. Ma seule question, c'est si elle augmente encore plus pour Anthony Edwards, pour moi, on est dans zone de danger. Elle s'arrête où? Elle s'arrête où, en fait. Et justement, encore une fois, les fins de match de montrent où il y a un peu le syndrome Boston des fois du côté des Wolves où il y a plus de mouvement, c'est du à toi, à moi et essayer de trouver la solution. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Tu l'as très bien résumé de manière beaucoup plus succincte que moi. Amine, c'est si c'est ça le point de départ, elle est où la fin? Parce que tu peux pas lui demander d'avoir plus de responsabilités, ça devient malsain. Ouais, ça devient malsain. On est sur des conditions presque humaines qu'on ne peut pas demander à Anthony Edwards. Des conditions humaines aussi, il faudrait peut-être en demander aux Wolves d'arrêter justement avec ce qui est ta troisième faiblesse, c'est-à-dire arrêter de perdre des balles aussi facilement, faire des fautes un peu stupides, leur capacité tout simplement à se tirer une balle dans le pied. Je reprends tes mots. Dis-moi plus, Ben. Je savais pas comment l'intituler. Je t'avoue qu'à pendant genre 2 jours, je me suis dit, je dois parler des paires de balles, je dois parler des fautes, je dois parler des paires de balles, je dois parler des fautes. Puis je me suis dit, allez, c'est bon. Je fais ce que je veux, je vais parler des deux. Du coup, première chose, les fautes, moi, ça m'inquiète vraiment, vraiment pour cette équipe. Il y a une stat, encore une fois, sur Basketball Index, avant de la mettre en avant. Juste une chose en termes de fautes moyennes par match. Ils ont 3 joueurs dans le top 20. Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, qui font tous les 3 pas le même type de faute. Karl Anthony Towns est un joueur qui, depuis son arrivée en NBA, est parmi les leaders en termes de fautes offensives. Il a toujours fait un camion de fautes offensives, Karl Anthony Towns. Jaden McDaniels, c'est plutôt dans sa défense qui est vraiment très très bonne, hein, même si certains fans des Wolves pensent qu'il est moins fort que l'année dernière. Je pense que ça va remettre en perspective, mais c'est parce que c'est un joueur qui va faire des fautes au contact et Rudy Gobert, ça sera plus dans la protection, certes. Il n'empêche que ça les met dans des situations où
ils sont amenés, et notamment en playoff où le temps de jeu va être plus important et où le talent des adversaires va être plus important, il va peut-être les amener à faire plus de fautes sur certaines séquences, à être régulièrement en problème de faute. Encore une fois, il y a une stat justement très intéressante de Basketball Index sur le foul trouble percentage. En gros, cette stat, le postulat, c'est de se dire que si le mec est à 3 fautes de moyenne, mais qu'il a fait ses 3 fautes dans le quatrième, c'est pas tellement, il a jamais été dans le match, il a jamais eu de souci de faute. Donc en fait, c'est calculer le moment dans le match. Par exemple, premier quart-temps, si tu as entre 2 et 5 fautes. Deuxième quart-temps, si tu as entre 3 et 5 fautes. Troisième et quatrième, entre 4 et 5 et 5 fautes dans un overtime. C'est de se dire, les fautes sont pas créées de la même manière, donc selon le moment où tu es en difficulté, ça veut dire certaines choses. C'est une stat où Jaden McDaniels est très 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 mal classé. C'est une stat où Karl Anthony Towns est aussi dans le top 25. Rudy réussit mieux à faire ça. Je pense que c'est peut-être lié au temps de jeu et au fait que on va plus, sachant qu'on sait qu'il a beaucoup d'importance, on va peut-être plus manager ça aussi dans la manière de stagger du côté de Chris Finch. Il n'empêche, dernier petit souvenir, quand dans le duel Rudy Gobert-Jokic de la saison dernière, il finit pas 2 matchs sur 5. Il y a 2 matchs où il est à 6 fautes, Rudy Gobert. Et donc, quand bien même tu as des bons défenseurs, le socle défensif, ça reste Rudy Gobert. Donc, première inquiétude, les fautes. Je peux pas faire un tunnel de 5 minutes. Donc, Amine, est-ce que tu peux me parler des fautes du coup? Bah, tu viens de le dire, et puis il y a un problème qui risque de se poser, c'est justement en playoff, c'est avec les match-ups. Parce que là, on est sur une saison régulière où les adversaires changent tout le temps et tout. Il y a certaines match-ups pour les Wolves, notamment sur la provocation de faute. Tu viens de citer les Nuggets. Bon, normalement, ils ne devraient pas les rencontrer tout de suite. Donc, s'ils rencontrent les Nuggets, ça serait plutôt bon signe pour Minnesota de toute manière. Mais il y a d'autres match-ups où ça peut être très difficile pour Minnesota au niveau des pertes de balles, des provocations aussi de turnover. Comme tu as dit, il y a aussi un problème de turnover. Enfin, comme tu vas sûrement en parler bientôt. Effectivement, je pense qu'il y a aussi la manière dont pas mal de profils défensifs de cette équipe de Minnesota. Je pense à pas mal de joueurs qui sont dans le playmaking défensif et qui donc prennent des risques sur les fautes. Tu as cité Jaden McDaniels, mais on pourrait penser à Kyle Anderson, on pourrait penser à Nickel Alexander-Walker qui a une défense très agressive et qui peut provoquer des fautes. Donc oui, il y a inquiétude là-dessus, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est surtout, je pense, c'est un Kyle Anderson qui a vécu une saison offensivement moyenne. Il y a eu quelques difficultés. Et parfois, tu peux voir quand les Wolves sont en difficulté en attaque, il y a cette propension à contrebalancer en étant ultra agressif en fait en défense. C'est ce qui s'entend parce que globalement, on pourrait me rétorquer que oui, c'est une énorme défense, donc forcément, ça fait partie des prérequis d'être agressif et du coup, tu prends des fautes. Mais peut-être que le curseur devrait être un peu plus ramené vers le centre parce que s'il se retrouve avec un Rudy Gobert en souci de faute et un Jaden McDaniels, là, tu es vraiment en difficulté. C'est très compliqué. Là, face aux Cadors qui vont animer les playoffs à l'Ouest, c'est quasiment match perdu. Enfin, tu vas t'en sortir très, très, très difficilement. Et je parle même pas de Karl Anthony Towns, parce que j'ai parlé de la dépendance au scoring vers Anthony Edwards sur du setting playoff. Si te manque la gravité dont parlait, c'est Mike Conley qui en parlait de la gravité de Rudy Gobert en termes de poseur d'écran, etc. En rollman. Si il te manque ça en attaque et qu'en plus tu dois compenser en défense, ça devient trop compliqué, simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est justement, ça peut créer des problèmes beaucoup trop importants avec l'absence. Tu as cité 2 joueurs, mais ne serait-ce qu'il te manque qu'un seul, il te manque Gobert. Ça peut être très compliqué si les fautes sont trop rapides. Tu voulais aussi parler des turnovers, justement, dans cette capacité à se tirer une balle dans le pied, Beth? Effectivement. Et je remarque que je fais beaucoup trop long. Plus court pour les turnovers, ils sont 23e en termes de turnover percentage et ils sont sauvés parce qu'ils ont McConney et Monte Morris. Autrement, Anthony Edwards perd beaucoup de ballons. C'est un joueur qui est responsabilisé au playmaking et qui du coup fait des erreurs. Karl Anthony Towns, je vais en parler, il perd un camion de ballons et sur des séquences qui sont très 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 pénalisantes dans la manière dont il va perdre la balle. Il va perdre la balle sur du drive, il va perdre la balle. Alors en post-up, c'est peut-être un peu moins pénalisant, mais pour les équipes qui ont tendance à être complètement asphyxiées par leur défense, le fait de pouvoir jouer les Wolves, réflexe pavlovien, qui ont du mal
à mettre à mal cette défense de Minnesota. Pouvoir les jouer en transition, c'est vraiment un vrai avantage. Donc, il faudrait pas qu'ils multiplient ces pertes de balles alors qu'on va responsabiliser des joueurs comme Edwards ou Towns sur des séquences de playoffs. Oui, comme tu l'as dit, il y a des problèmes qui sont plus graves que d'autres. Disons que Anthony Edwards était obligé de faire avec cette propension à perdre le ballon. Il prend tellement de responsabilités et d'importance que c'est pas possible autrement que d'accepter ce degré de turnover chez Edwards, même s'il en faisait moins, ça serait mieux. Par contre, c'est d'autres joueurs, et je pense également à Towns, hein, on y reviendra plus tard, mais on est sur des pertes de balles évitables qui se rajoutent à d'autres et qui, du coup, peuvent, comme tu l'as si bien dit, en fait, se tirer tout seul une balle dans le pied et se mettre en difficulté tout seul. C'est là où ça risque d'être plus compliqué. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les turnovers, Ben? Il faut arrêter de me donner la parole. Vas-y. On va passer au motif d'espoir. Je pense que là, c'est assez évident, c'est assez simple finalement. Tu l'as dit depuis le début, les Wolves ont le meilleur defensive rating de toute la ligue et pas que d'un peu. Comme tu l'as dit, beaucoup plus, bien meilleur que celui du deuxième, les Magic, un écart qui équivaut à celui du deuxième avec le 10e. Donc c'est impressionnant. Beaucoup de joueurs positifs de ce côté du terrain. Donc, parle-moi du motif d'espoir, la défense. C'est une défense extraordinaire, je pense qu'on peut le dire. Il y a Rudy Gobert, mais pas seulement, parce qu'il y a vraiment cette capacité. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, les Américains disent souvent help the helper. Donc, tu donnes l'aide à l'aide. Et il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un coup d'avance dans leur capacité à extrêmement bien communiquer, notamment avec des joueurs, je pense, on parle beaucoup de lui, mais Karl Anthony Towns, qui est un joueur qui, au niveau de son implication défensive, on l'a souvent remis en question. Cette année, il est vraiment impliqué et ça explique pourquoi c'est une défense aussi qui est élite, parce que il y a souvent ce fantasme, ah oui, il faut faire sortir Rudy Gobert au large. C'est bien, hein, mais si tu fais sortir Rudy Gobert au large et que tu as encore un 7-footer qui t'attend dans la raquette, même si c'est pas le meilleur défenseur, le meilleur protecteur de cercle du monde, ça risque de faire baisser ta capacité à marquer des points. Rudy Gobert aussi, qui est dans une saison ultra dominante et qui, pour une fois, c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur la défense, même si ça a coulé de source. Pour moi, il y a souvent eu un discours autour de Rudy Gobert en playoff qui est un peu nauséabond. Il y a d'un côté les gens qui veulent pas admettre qu'il y a parfois sur certains match-ups spécifiques un problème Rudy Gobert, qui valent pas mieux pour moi que les personnes qui ont tendance à dire qu'il est injouable en playoff. Pour moi, il y a une vérité qui se situe entre les deux, où oui, effectivement, contre certains match-ups où on va lui demander de mettre, qui vont être capables de l'assassiner sur du mi-distance, où son drop sera moins efficace, c'est un joueur qui a moins d'intérêt défensivement et du coup, ses limitations offensives sont mises en avant. Par contre, moi, j'ai vraiment confiance en cette défense, non seulement grâce à Rudy Gobert, mais aussi parce que il y a un vrai personnel. Jaden McDaniels, c'est un extraordinaire défenseur. Anthony Edwards est ultra, a un potentiel de très très fort défenseur, mais au moins il est très impliqué. Et ça, c'est pas donné à toutes les jeunes stars à l'arrière, qui pour la plupart sont des passagers clandestins quand il s'agit de faire de la défense. Mike Conley est vieillissant, peut être parfois dépassé sur des premiers pas, mais extrêmement bon. On n'a toujours pas cité son nom. Je sais que le hipster NBA Twitter va me détester, mais Naz Reid est un extraordinaire joueur aussi dans cette partie-là du terrain, mais aussi de l'autre côté, ce qui montre, en l'absence de Karl Anthony Towns, c'est vraiment ultra intéressant. Et pour moi, il y a un des meilleurs résumés qu'on puisse faire de leur défense. C'est un match récemment contre Denver où ils ont personne. Et il y a des séquences où c'est limite Kyle Anderson qui est dans de la protection de cercle contre Nikola Jokic. Et ça va. C'est-à-dire que oui, certes, c'est Jokic, donc ils se font un peu atomiser, mais ils arrivent à vraiment limiter la casse. Ils ont vraiment une défense de 1 à 8 en termes de joueurs où il y a très peu de points négatifs à mettre en avant. Donc, il y a de la dissuasion, il y a de la communication, il y a des profils ultra intéressants. Donc, c'est une défense qui, pour moi, j'ai aucune peur sur leur capacité à transitionner sur du basket de playoff, contrairement à ce que j'avais avec Utah il y a quelques années. Oui, c'est exactement ce sur quoi je voulais m'appuyer justement pour essayer de parler de cette défense, c'est la profondeur de la défense finalement. On n'a pas réellement de gros problèmes défensifs, que ce soit donc le starting five est très intéressant, mais au final on retrouve vraiment, ce qui est très rare, 48 minutes de très haut niveau sur le poste intérieur, que ce soit défensif et offensif quelque part, grâce à ce qu'apporte Gobert, en tout cas en saison régulière, comme tu l'as dit, sur son côté poseur d'écran, rollman, qui apporte beaucoup de gravité justement. Donc
offensivement et défensivement, c'est 48 minutes de très haut niveau. Et puis, des joueurs du banc, que ce soit Alexander Walker, que ce soit Kyle Anderson, Monte-Morris arrivé récemment, il n'y a pas de joueur négatif finalement. Tu as presque cité Mike Conley comme l'un des plus gros problèmes défensifs. Mike Conley, c'est un joueur intelligent défensivement, qui peut avoir des problèmes, mais c'est un joueur qui est intelligent défensivement. Donc, une défense qui a si peu de points négatifs est quand même, et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'elle est la meilleure défense de la NBA en saison régulière, c'est parce que justement, c'est difficile de cibler qui que ce soit finalement dans cette défense. C'est vrai, Mike Conley, dans l'aspect QI basket, il est extraordinaire. Donc effectivement, il y a très très peu, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était dans le podcast de JJ Redick, pas celui avec LeBron, qui est inécoutable, ça, paf, c'est fait. J'entendais dire que c'était une défense qui arrivait à, même quand elle était brisée par un joueur offensif trop fort, arrivait toujours à réagir. Je crois que c'est peut-être Redick qui expliquait ça, je sais plus. Et je pense que c'est une très bonne illustration de ce qui se passe. C'est-à-dire que leur capacité à communiquer fait que s'il y a un décalage qui est créé, très souvent, c'est pas suffisant pour venir à bout de cette défense des Wolves. Il faut en faire plusieurs parce que leur communication est trop bonne, parce qu'ils ont Rudy Gobert qui arrive à effacer pas mal de choses. C'est toujours une équipe qui, les joueurs ont toujours peur. Hein. Il y a toujours l'effet Rudy Gobert où les joueurs ne vont pas attaquer la raquette quand il est là. Et ça permet à toute l'équipe d'enfin être l'équipe qu'on espérait la saison dernière, en fait. Exactement. Défensivement, ils sont ce qu'on avait espéré en 2022, 2023 et encore plus. Donc, ça, c'est rassurant. Et moi, je serais très surpris qu'une équipe arrive vraiment à les terrasser défensivement parce que pour moi, ils ont tout montré. Oui, et du coup, on va pouvoir passer un peu aux joueurs clés, hein, dont on a parlé en positif dans ce côté défensif, dont on a parlé beaucoup depuis le tout début de l'épisode. Je crois qu'on a parlé de lui dans toutes les catégories. Tu as choisi Karl Anthony Towns. Alors, comme moi, j'avais un peu triché sur Bradley Beal, tu avais annoncé que tu voulais à tout prix prendre Karl Anthony Towns sur les Wolves. On avait dit pas de superstar, mais en disant au moins, c'est pas la superstar. C'est pas Anthony Edwards, donc... parle-nous de Karl Anthony Towns, le joueur clé pour ces playoffs, justement. Alors, pendant un temps, j'en parlais avec Tom après l'épisode sur les Kings, je lui disais, mais en fait, le joueur clé, c'est Anthony Edwards. Je veux dire, vu son point en attaque, c'est lui. Enfin, ma propre règle me saoule parce que pourquoi je ne peux pas parler d'Anthony Edwards? Ensuite, Tom m'avait dit, ancien fan des Grizzlies, m'avait dit, faut parler de Mike Conley. C'est vrai que Mike Conley est déterminant, mais le joueur clé, la bascule, c'est Karl Anthony Towns. Alors, Karl Anthony Towns, et ça permet de raccrocher un peu le wagon du début de l'épisode par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a un vrai problème dans l'utilisation de Karl Anthony Towns, et pour moi, elle est vraiment liée à Karl Anthony Towns lui-même. C'est un joueur qui est extraordinaire quand il est dans du catch and shoot, quand il est dans du pose d'écran, réception de ballon, qui lui permet parfois d'utiliser un peu son playmaking, etc. Cependant, Karl Anthony Towns s'évertue, et ça les Wolves le savent mieux que personne, à être dans du drive et dans du post-up. En drive, c'est parfois caricatural. J'ai sorti cette stat pour vous. Parmi les joueurs qui ont plus de 500 drives cette saison, il y en a 70 à peu près de tête, il est numéro 1 en pourcentage de balles perdues. Il perd 10% du ballon à chaque fois qu'il drive. Enfin, 10% du temps. Il drive, il perd le ballon. 10,3. Je vais vous donner un petit contexte. 10,3. Le deuxième, c'est Scoot Anderson qui est à 8,2. C'est 2,1 points de différence. C'est la même différence qu'entre Scoot Anderson deuxième et le 29e de la catégorie. C'est de très très loin le joueur qui perd le plus de ballons sur drive. Et pourquoi? Parce que tu as l'impression que les drives de Karl Anthony Towns, c'est une IA qui a préprogrammé le drive. C'est-à-dire que tu sais qu'il veut tirer. il y a très peu il passe très peu. C'est un des joueurs qui passe le moins en termes de pourcentage de passes sur ses drives. Il est avant-dernier de la catégorie. Il n'y a que Jaren Jackson qui fait pire. Lui qui ne passe absolument jamais. C'est vraiment fabuleux. Mais bref. Donc, c'est pour ça où ces phases de drive de Karl Anthony Towns, ça a le don de complètement faire sortir l'attaque des Wolves de sa dynamique, de sa capacité à, parfois malgré un manque de talent offensif par rapport à d'autres grosses écuries de l'Ouest, de réussir à produire des choses. Donc ça m'inquiète vraiment. Pour moi, c'est le joueur clé parce que s'il accepte d'être dans le post-up, de plus être dans le post-up, et d'être plus généralement dans de la pose d'écran, du spot-up, c'est une attaque qui va atteindre un nouveau cap. Par contre, on en a parlé en off, Amine,
Je pense qu'il y a une question d'ego. Mm. Les analystes Minnesota marchent sur les œufs, vraiment. Je les entends dans les podcasts. Ils osent pas le dire, hein, mais clairement, c'est difficile de dire un premier choix de draft qui a été un des plus grands jeunes talents de la NBA à une époque. Bon, bah, tu vas faire du post-up. Tu vas arrêter de faire du post-up. Je vais y arriver. Tu vas faire du spot-up et du rollman. Ça semble un peu compliqué. Oui, comme tu dis, on en parlait un petit peu en off, et c'est parfois le problème justement de ces joueurs qui ont été des stars tout assez vite justement, de connaître un petit peu leurs limites et leurs responsabilités, parce que si Karl Anthony Towns décide de faire ce pourquoi il est bon, ça devient un meilleur joueur qu'il ne l'est actuellement en prenant plus de responsabilités. C'est aussi se connaître soi-même et connaître ses propres limites. C'est parfois un problème. Et justement, on a l'impression que c'est le cas avec Karl Anthony Towns, qui a des qualités qui devraient en faire clairement. En tout cas, il a du mal peut-être à l'accepter, mais le deuxième meilleur joueur d'une très bonne équipe. Donc, en tout cas, en attaque. Mais il a du mal à l'être parce qu'il prend des décisions qui sont parfois, comme tu l'as dit, il est mauvais sur drive et pourtant, il en tente beaucoup trop. Il est pas incroyable sur post-up et il en tente beaucoup trop. Si on prend les post-up, les 35 joueurs qui ont joué plus de 100 post-up, j'ai descendu la marge là parce que pour moi, si tu as joué 40 post-up, c'est pas un bon indicateur. Il est deuxième en termes de perte de balles. Sur des actions qui sont pas rémunératrices pour le collectif, il a tendance à s'entêter et à perdre des ballons. Et ça, c'est vraiment, je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, c'est des ballons qui sont vraiment, vraiment, vraiment problématiques pour les Wolves. Donc, Karl Anthony Towns, j'espère que, en voyant ce qui se passe du côté des Wolves en son absence, j'espère que c'est un peu un vœu pieux, mais post-up, stop, drive, on limite largement et on va faire du catch and shoot où il est vraiment excellent pour un pivot et du rollman. C'est pour ça, je tenais à dire ça aussi parce que, Amine, on sait que c'est un podcast qui est un peu en gestation du côté de Dunk Hebdo cet été sur l'efficacité, etc. Il y a eu un procès qui a été constamment fait à Anthony Edwards sur sa manière d'utiliser le ballon quand il l'a dans les mains, qui est totalement absent chez Karl Anthony Towns, alors que Karl Anthony Towns est beaucoup plus problématique dans sa manière d'utiliser le ballon et les quelques occasions qu'il a du côté des Wolves. Donc, à voir. C'est pour ça que moi, je me méfierais beaucoup parce que même si certaines stats diront que c'est un joueur efficace, pour moi, dans ses choix, c'est un joueur caricaturalement inefficace. Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Oui, bah écoute, on a essayé d'être juste sur Karl Anthony Towns. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire justement, à part sur ses choix à Towns Dernière chose, on va faire vraiment trop long. Il est beaucoup plus impliqué en défense et ça, faut le souligner. Oui, il y a des choses positives aussi. Il y a des choses positives. Il semble quand même ne pas avoir totalement abandonné l'idée justement de driver, de faire des post-up, d'avoir un jeu varié, mais il semble avoir accepté le fait d'être le deuxième aussi, ce qui est plutôt positif. Donc il y a des choses positives. On va passer, effectivement, on est sur un timing très long. On va passer à la dernière étape de ce podcast. On va passer au plancher et au plafond. Alors pour les Wolves, c'est pas simple. Comme je l'ai dit au tout début, en réalité, c'est une équipe qui fait une super saison régulière, qui pourrait normalement, dans des conditions normales, être considérée comme contender, sauf que peu de gens considèrent Minnesota comme un réel contender. Comment tu vois leur plancher? Comment tu vois leur plafond, Ben? Est-ce que toi aussi tu es dur malgré beaucoup de choses positives qu'on a dit aujourd'hui? Oui, ça dépend. Peut-être bonjour, bonsoir, on ne sait pas quand vous nous écoutez. C'est ça. Alors oui, je veux pas avoir la couronne de celui qui aura fait le podcast le plus long des previews. Surtout après vous avoir tapé sur les doigts pour pas que ça soit trop long. Et du coup, je perds du temps en disant ça. Première chose, je suis terrifié par leur attaque. J'ai beaucoup de mal à les imaginer, voire accéder au final NBA avec une attaque qui est à ce point... qui dépend à ce point d'Anthony Edwards et qui a si peu de marge sur certains aspects. Pour ce qui est de leur plancher, la défaite au premier tour me semble assez dure, mais moi j'ai tendance... Alors c'est bête, mais moi le plancher, si vous avez remarqué, j'ai toujours annoncé le plancher matériel de l'équipe. C'est-à-dire que pour moi, le plancher, c'est vraiment tu sors au premier tour. J'ai du mal, vu la manière dont l'Ouest est en train de s'arranger, les voir perdre au premier tour, sauf si le tirage Suns est catastrophique pour moi. Vraiment, on a fait la preview Suns ensemble et je serais terrifié à ce qu'ils jouent les Suns, parce que justement, eux vont amener les Wolves sur un match d'attaque, donc ça me ferait peur. Le plafond, c'est un peu plus intéressant. Je pense que leur plafond,
c'est une finale de conf, mais je pense que c'est une finale de conf expéditive. Je les vois encore assez loin des finales NBA. Jusqu'à l'enregistrement, j'étais tenté de dire leur plafond c'est un deuxième tour, mais je peux leur donner selon la manière dont l'Ouest va terminer. Je peux peut-être leur donner un deuxième tour, mais pour moi, ils n'ont pas encore l'attaque pour prétendre aller en finale NBA ou vraiment accrocher une vraie finale de conf. Oui, je me rangerais du côté de ton deuxième avis, plutôt deuxième tour. J'ai du mal à les voir aller jusqu'à la finale de conf. Je pense que ce que leur demande justement, ce qu'on va leur demander pendant ces playoffs à répéter, je pense que même un premier tour, quoi qu'il arrive, même s'il est passé, il ne sera pas passé facilement et que du coup, l'énergie qui est demandée, notamment comme tu l'as dit toi-même à un Anthony Edwards qui va devoir porter sur ses épaules ces Wolves offensivement, ça risque de s'essouffler assez vite et pourquoi pas dès un deuxième tour contre une équipe qui leur posera plus de problèmes. Donc moi, je vois ça comme ça plutôt. C'est vrai que si je fais le... Oui, parce que j'ai identifié quelques équipes pourraient leur poser problème, mais je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de scénario où ils les évitent toutes, en fait. Donc, c'est ça. Effectivement, en fait, ça m'a rendu un peu triste de dire que pour une équipe qui va s'approcher des 55 victoires, etc., de pas avoir ceci au plafond, mais l'attaque, quoi. Je pense qu'on est d'accord, c'est l'attaque. L'attaque est trop... C'est ça. Trop dépendante et trop juste un peu aussi, tout simplement, à un moment donné. Mais, oui. Vas-y, Ami. Non, vas-y. On dit souvent, les Quinry disent souvent good defense, better offense, bonne défense, meilleure attaque, et c'est souvent en playoff, tu le vois souvent, quoi. Ouais. Oui, bah moi je voulais conclure justement, c'est pour ça que je t'ai laissé dire la dernière chose, puisque on veut ne pas dépasser les épisodes les plus longs. Donc on va conclure. Tu as quelque chose à rajouter quand même? Au cas où, est-ce que tu veux allonger l'épisode? Pas du tout. Je pensais être plus dur et avec le temps, je m'assagis, Amine, donc rien à dire. Je trouve qu'on a été plutôt sympa, même si on prévoit pas non plus monts et merveilles pour ces Wolves. On a souligné quand même des choses positives. On a été plus sympa en tout cas que lors du post-mortem. On avait été un petit peu dur lors du post-mortem déprimant de l'été dernier. Quant à nous, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, sur YouTube, à nous suivre sur Twitter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va revenir tous les jours. On va continuer sur ce rythme effréné, ce rythme qui nous rend fous tous, mais qui nous passionne aussi parce que on parle de toutes ces équipes. Et puis, on se retrouve très bientôt, Ben, pour souvent enregistrer ensemble vu que nos horaires correspondent. Et voilà. À très vite à pour un très nouvel vite, épisode. Amine. Salut. Ciao.